Bonjour à tous. Si je vous dis « Dans l'espace, personne ne vous entend crier », ce célèbre slogan évoque quasi instantanément le premier film de la saga Alien. Le métrage sort en 1979 et s'est hissé au rang de classique de la science-fiction et remporte un énorme succès commercial. Sorti dans nos salles obscures sous le titre de Alien le 8e passager, le métrage de science-fiction horrifique est réalisé par Ridley Scott et se déroule dans un futur lointain. Il met en scène l'équipage d'un vaisseau cargo commercial, le Nostromo, en voyage retour vers la Terre. Les hommes et les femmes de l'équipage, dont la charismatique Sigourney Weaver, s'arrêtent sur une planète désertique. L'un des membres de l'équipage, l'officier Kane, est attaqué par une forme de vie inconnue. De retour au vaisseau, ce dernier est pris de convulsions. Une bestiole pas très commode sort plutôt violemment de sa poitrine et s'échappe dans le vaisseau. De là, le jeu du chat et de la souris débute entre l'étrange créature et les membres de l'équipage. Cette créature, c'est le xénomorphe, dont l'étymologie du mot veut littéralement dire « forme étrangère ». La bête est l'icône de la saga Alien, composée de 6 longs métrages se déroulant chronologiquement à des périodes différentes et réalisés par plusieurs metteurs en scène possédant des univers visuels bien distincts. La saga s'est aussi déclinée en comics et jeux vidéo. Le xénomorphe a su s'imposer dans l'imaginaire collectif parmi toutes les créatures présentes dans la science-fiction, comme l'une des plus mémorables et terrifiantes. La bête a aussi croisé la route des chasseurs extraterrestres les plus charismatiques du cinéma, les Yoja ou Predator si vous préférez, ce qui donnera lieu à plusieurs œuvres dont 2 films. Mais il fut difficile pour Ridley Scott de trouver le look idéal à la créature du film. Difficile de ne pas tomber dans un ersatz de série B avec des créatures à plusieurs têtes ou à tentacules. Il fallait une créature originale et cauchemardesque. C'est en regardant l'illustration intitulée Necronomicon 4 de l'artiste surréaliste suisse H.R. Giger que Scott eut une révélation. Il avait enfin trouvé la créature parfaite, avec son crâne à la forme phallique, pourvu de tuyaux entre l'organique et le mécanique selon Giger, ce qui vaudra l'Oscar des meilleurs effets visuels en 1980. Star Wars étant passé par là, la créature biomécanique devait être à l'origine incarnée par Peter Mayhew, l'interprète de Chewbacca, mais c'est un jeune étudiant rencontré par hasard dans un bar, Bolaji Badejo, qui incarnera la bête. L'homme, du haut de ses 2,18 m, a su donner vie au xénomorphe en lui insufflant sa terrifiante gestuelle caractéristique en suivant notamment des cours de tai chi. Pas évident quand on sait que le costume était composé de 15 pièces inconfortables et qu'il y régnait une chaleur étouffante. Le fait que le xénomorphe ne possède pas d'organes visuels apparents le rend encore plus terrifiant à regarder, avec son allure insectoïde semblable à celle d'une mante. Il connaît plusieurs cycles de développement, possède différentes castes et l'espèce comprend même une caste royale. Le parallèle est donc évident avec les insectes de notre monde. Physiquement, et selon l'hôte infecté, la bête possède des attitudes et des caractéristiques différentes. Mais globalement, le xénomorphe est très proche de nos arthropodes terriens. Pour rappel, ce sont les animaux les plus répandus du règne animal, et vous les connaissez très bien puisque les insectes, les arachnides comme les araignées ou les scorpions, dont le xénomorphe possède la queue d'ailleurs, les crabes ou encore les myriapodes comme les scolopendres font tous partie de cet embranchement. Ils composent 80% de tout le règne animal, ils se caractérisent par leur corps segmenté et un exosquelette, un squelette externe fait de chitine, mais on y reviendra en détail dans de prochaines vidéos. Le xénomorphe est un endoparasite, c'est-à-dire que le développement de la larve se passe à l'intérieur d'un hôte, un humain par exemple. Selon les aveux de Giger, la créature n'est inspirée par aucune bestiole de notre monde. Pourtant, par un heureux hasard, plusieurs animaux terrestres possèdent les mêmes caractéristiques que celles des xénomorphes. Et l'une de ces caractéristiques iconiques, c'est cette langue possédant une mâchoire. En vérité, il s'agit d'un genre de mâchoire interne, longue et munie de dents que la créature est capable d'étendre. Il est possible qu'il s'en serve pour se nourrir, bien qu'on le voit plus se servir de cet organe préhensile comme d'une arme perforatrice. Sur Terre, quelques animaux possèdent cette étonnante caractéristique. C'est le cas des cyclidés et de la murène, ou plutôt quelques espèces de murènes qui possèdent des mâchoires dites pharyngiennes, ne pouvant aspirer leur proie comme la plupart des poissons. Cette seconde paire de mâchoires est mobile et est située dans le pharynx des murènes. Lorsque ces dernières attrapent une proie avec leur mâchoire principale, la seconde paire de mâchoires annexes, qui est munie de dents acérées, remonte et tracte la proie vers le système digestif en une fraction de seconde. Mais la ressemblance ne s'arrête pas là. En effet, l'organisation sociale de cette espèce est similaire à celle des fourmis, des abeilles, mais surtout des termites. Dans une précédente vidéo, nous avions évoqué l'eusocialité. Ce mode d'organisation sociale comprend plusieurs caractères, comme le soin apporté aux jeunes individus, induisant une coopération, une division du travail et des castes d'individus stériles ayant des rôles spécifiques au sein du groupe, ainsi que des individus spécialisés dans la reproduction, comme une reine par exemple. Pour l'anecdote, l'artiste H.R. Giger était réfractaire à l'idée d'une reine alien.
Cette dernière fut conçue par Stan Winston et son équipe, légendaire créateur d'effets pratiques, ayant travaillé entre autres sur la conception du Predator, les 2 premiers Terminator et les animatroniques de Jurassic Park. La reine xénomorphe apparaît à l'écran pour la première fois dans le Aliens de James Cameron, ou Alien le retour en France. Comme chez les fourmis ou les abeilles, elle est différente des autres individus, puisque plus imposante et présentant un abdomen distendu. Mais cette similitude évoque directement l'énorme abdomen grouillant et hypertrophié des reines termites, d'autres animaux eusociaux. On appelle cela la physiogastrie. Chez certaines espèces, la reine mesure jusqu'à 13 cm et peut pondre jusqu'à 30 000 œufs par jour. Cette charmante dame vit avec un roi, bien plus petit. Ils assurent ensemble la reproduction au sein d'une colonie hiérarchisée, composée entre autres de milliers d'ouvriers et de soldats, au rôle spécifique dont celui de protéger et de nourrir la reine, qui peut difficilement se mouvoir avec un tel abdomen. Bien que les termites peuvent effectivement causer des dégâts chez les humains, ces isoptères à l'intelligence collective sont néanmoins essentiels à la minéralisation de la matière organique, en créant par exemple d'immenses termitières et en se nourrissant de matière organique. Ils rejettent ainsi des composés minéraux nécessaires aux plantes. Dans l'épisode consacré à Ant-Man et ses fourmis, nous avions évoqué ensemble l'index de Schmidt, cette fameuse échelle allant de 1 à 4 qui évalue uniquement la pénibilité des piqûres causées par des hyménoptères. C'est Paraponera clavata, la fourmi balle de fusil, qui remporte la palme de la douleur la plus intense. Mais juste en dessous d'elle, on retrouve les guêpes du genre Pepsis. Ces guêpes américaines sont des guêpes parasitoïdes, un ectoparasite plus particulièrement. Mais on y reviendra dans un instant. Et elles sont vraiment très impressionnantes, tant par leur taille que par leur comportement. La femelle est vraiment très attentionnée, si bien qu'après l'accouplement, elle va se mettre en chasse afin de capturer un hôte à parasiter, en l'occurrence une mygale. Mais ayant compris la parade, ces arachnides, qui vivent habituellement dans des terriers, vont recouvrir ce dernier de soie. Malheureusement, cette stratégie va se révéler inutile, puisque les guêpes Pepsis peuvent aisément découper la soie et sortir la mygale hors de son terrier. Une lutte à mort s'engage entre les deux créatures, mais la guêpe sait où viser. Ni une ni deux, elle pique l'arachnide dans les nerfs, ce qui a pour effet de la paralyser et de l'immobiliser sur le coup. Traînée au fond d'un terrier conçu par la guêpe, la mygale paralysée va connaître un sort similaire aux hôtes du xénomorphe. La guêpe Pepsis va pondre un œuf sur l'abdomen de sa victime, qui va éclore quelques jours plus tard. La larve émergente se nourrit de l'arachnide en prenant soin de ne pas toucher aux organes vitaux. Bien repue, la larve se développera plusieurs semaines à travers plusieurs mues jusqu'au stade imago. L'adulte émergent peut alors partir à son tour à la chasse à l'araignée. Et le pire dans tout ça, c'est que les guêpes Pepsis ne capturent qu'une mygale pour chaque œuf pondu. Les guêpes du genre Pepsis ne sont pas les seules à employer cette stratégie. C'est un exemple parmi tant d'autres, car il existe des milliers d'espèces de guêpes parasitoïdes de par le monde. Et elles interagissent toutes différemment avec leur hôte, comme les pompiles ou encore les ichneumonidae qui parasitent les chenilles. Très utiles dans la lutte biologique contre les insectes ravageurs, elles emploient même des stratégies pour défaire le système immunitaire de l'hôte parasité, tout ça dans l'intérêt du bon développement de la larve. Il y a même une famille de mouches parasitoïdes qui se rapproche davantage de nos chers xénomorphes. Nous avons vu que les guêpes du genre Pepsis sont des ectoparasites qui pondent à la surface d'un hôte. Les mouches acrocéridées sont des endoparasites, comme mentionné précédemment, qui elles vont se développer à l'intérieur d'un hôte. Elles sont plus proches des xénomorphes et donc plus cruelles. Une femelle acrocéridée va pondre plusieurs milliers d'œufs. Des larves vont en sortir et partir à la recherche d'araignées à parasiter. Oui, encore des araignées. Une fois l'araignée trouvée, la larve découpe un trou sur sa victime afin d'entrer en elle et se loger dans sa cavité pulmonaire, au plus près des poumons afin de profiter de l'apport d'oxygène. Le cycle de développement de la larve peut durer des années. Et c'est lors de son dernier stade de développement que la larve va se nourrir de l'intérieur de l'araignée, qui finira par mourir. Comme la larve du xénomorphe, la larve d'acrocéridée creuse un trou pour sortir de son hôte et se nymphoser à l'extérieur, puis devenir adulte à son tour. Bref, des bestioles redoutables et fascinantes qui mériteraient très certainement une vidéo à elles seules. Pour finir, et comme toujours, la réalité dépasse la fiction. En 2018, des chercheurs ont identifié plusieurs espèces de guêpes aujourd'hui éteintes et datant du Paléogène. Ces guêpes fossilisées sont, vous l'aurez peut-être deviné, des guêpes parasitoïdes. Et quand il a fallu les nommer et trouver un nom de genre, c'est tout simplement que les chercheurs ont décidé de baptiser l'une d'entre elles Xenomorphia resurrecta et Xenomorphia ancini, en référence évidemment à notre cher xénomorphe. Le xénomorphe, cette créature de cauchemar, l'extraterrestre prédateur par excellence. Pensé à la base comme étant un être à mi-chemin entre le vivant et la machine, se révèle être plus proche de bestioles de notre planète, avec l'intégration d'une reine et de castes à partir du second film. Mais au final, nous n'avons rien inventé, puisque c'est encore une fois sur notre planète et dans la nature que l'on retrouve de véritables aliens, et qui méritent tous notre attention.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ainsi que pour vos retours sur les précédentes. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la commenter ainsi que de laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.